à cette très belle formation qui était pour moi, c'était pas seulement une formation, mais c'est une véritable aventure. C'est un processus de transformation et de découverte de soi. Cette expérience m'a aidé beaucoup à apprendre et mieux intégrer les piliers essentiels du coaching et de la psychothérapie, tout en bénéficiant de la richesse des échanges de tous les membres du groupe. Alors j'adresse également mes remerciements les plus sincères à notre cher coach, docteur et psychothérapeute, Madame Rachida. Votre bienveillance et votre écoute, votre sagesse que vous avez partagée tout au long de ce chemin, la profondeur de vos enseignements a marqué tout le chemin. Alors j'ai énormément appris à vos côtés et votre esprit m'a profondément inspiré. Merci beaucoup. Alors, ma présentation, elle articule autour de deux cas. Le premier cas, c'est un cas de thérapie pendant 8 mois. Le deuxième cas, c'est un cas de coaching de 3 mois. Alors, pour le premier cas, l'objectif, c'est de vous montrer comment une stratégie de thérapie qui s'articule autour de plusieurs approches peut répondre à des besoins multidimensionnels, diminuer l'intensité émotionnelle, restructurer les croyances limitantes, favoriser une autonomie progressive. Alors, la première étape, nous allons commencer par la prise de contact. La prise de contact était dans le cadre d'une formation professionnelle des ingénieurs d'État. C'était une femme âgée de 28 ans, mariée, sans enfant, sans niveau d'études. Elle est doctorante en ingénierie actuellement. Elle rapporte un état de blocage dans ses études. Sa situation familiale, elle est forte, dépendance émotionnellement, elle a un attachement fort à son mari et ses relations, elle est limitée à quelques proches et elle est décrite comme conflictuelle. Alors, son profil personnel, elle est perfectionniste, sensible et anxieuse. Elle est souvent dans les doutes. Elle remet en question ses décisions. Elle a des difficultés à faire face à l'inconnu et au changement. Alors, en ce qui concerne la problématique, sa problématique centrale c'était de la peur. Elle avait de la peur. Elle avait une crainte centrale, c'est généralisé, c'est la peur. Elle me paralyse et il me bloque. L'origine principale de la souffrance. Alors, elle a aussi des blocages persistants dans la prise de décision. Elle avait des hésitations marquées, un manque de confiance en soi, une dépendance émotionnelle envers son mari, un attachement. Une grande difficulté à gérer les situations d'urgence, avec un stress permanent, avec tendance d'une anxiété élevée. Alors, la demande initiale c'est de savoir comment gérer ces peurs et de se libérer de l'emprise de ces peurs, de développer une grande autonomie émotionnelle. Alors, pendant les premières séances, nous avons établi une relation thérapeutique basée sur la confiance, sur l'écoute empathique et sécurisante, sur la validation de son vécu avec la reformulation, avec le partage de l'empathie, avec le respect de ses limites et ses résistances. Une structure claire, des séances pour un repérage sécurisant. Alors, dès les premières séances, elle a exprimé, dès la troisième séance, elle a exprimé finalement, elle a senti qu'elle est enfin entendue sans être jugée. Alors, ce climat d'acceptation a favorisé la mise en lumière des schémas précoces et pour construire le projet et la stratégie thérapeutique. Donc, nous avons passé la partie anamnèse. Nous avons d'abord établi un diagnostic initial via une anamnèse afin de cibler les éléments essentiels à travailler et engager le travail thérapeutique. Alors, ce cadre a ensuite été enrichi au fil du temps grâce aux nouvelles informations cliniques émergentes. Pour chaque séance, il y a des informations et à chaque fois, on développe la stratégie thérapeutique. Donc, alors le niveau symptomatologie d'IAL il est multidimensionnel. Sur le plan émotionnel, elle a une peur intense, sensation de culpabilité, la honte, l'insécurité, la colère. Il a toujours envie de pleurer. Bien sûr, ça dépend des situations. Chaque situation
et l'émotion il déclenche. Alors sur le plan cognitif, elle a de la rumination, elle a des inquiétudes, des pensées négatives de danger. Alors sur le plan comportemental, elle a de l'évitement, l'isolement, elle a des impulsivités et perfectionnisme. Sur le plan physique, elle a des symptômes pour des situations qui déclenchent avec des symptômes, les battements des cœurs, la fatigue, les tensions musculaires, manque de respiration, douleur la tête et le ventre. Et le visage, le début de la thérapie, il est tendu. Après les séances, j'ai remarqué dès que le changement, le visage dit alors, en ce qui concerne l'histoire du problème, la cliente rapporte des difficultés. Ces difficultés elles remontent pendant l'adolescence. Donc, un apport excessif quand c'est pendant l'adolescence. Et ce problème a été progressivement intensifié vers un état résistant, incontrôlable et persistant. Pour les facteurs aggravants, généralement, c'est le stress, la situation de danger, ça dépend des croyances limitantes et sa perception, perception d'imperfection, les incertitudes et contact avec certains membres de la famille, surtout le père et les tantes. Là, on va voir. Alors, relation familiale, elle se décrit comme le père, il est distant, sévère, exigeant, sous prétexte de garder le respect avec ses enfants. Sa mère, elle est soumise, effacée, anxieuse. Elle a tendance à s'effacer par rapport à l'autorité du père. Elle n'arrive pas à prendre position des situations. Alors, figure protectrice. Son oncle, elle a mentionné son oncle, il est opposé au comportement de ses tantes parce qu'elle avait des douleurs, il est genre des tantes mais il est peu protecteur, il n'agit pas. Il est contre ses attitudes et ses comportements, mais il n'agit pas. En relation avec la famille élargie, d'après ce qu'elle a décrit, elle a vécu au niveau d'un environnement familial toxique, relation particulièrement douloureuse avec ses tantes. Alors, ses tantes, elles s'opposaient à son indépendance, à ses études, à son projet même de mariage. Elle exerçait une pression par l'agressivité émotionnelle, l'humiliation et l'intrusion, surtout pendant les années de l'étude. Alors, il répétait une phrase « Tu n'iras nulle part avec tes études, tu ferais mieux d'oublier ton rêve de réussite et même de mariage. » Réaction émotionnelle, pendant les séances, elle a pleuré, elle avait des larmes aux yeux, exprimant la colère, la tristesse, avec un sentiment marqué d'injustice. Alors, nous avons exploré également des événements traumatiques marquants, une agression dans la rue par un homme en crise psychotique apparente, une agression par voleur et une punition agressive par un professeur pour une erreur mineure. Alors, l'analyse approfondie de l'anamnèse a mis en évidence la présence des schémas précoces, inadaptés, enracinés dans l'expérience relationnelle et émotionnelle précoce, marqués par des blessures affectives, de l'humiliation, des agressions. Ces éléments ont justifié le recours à la thérapie des schémas comme cadre initial principal d'intervention afin de cibler en profondeur les croyances dysfonctionnelles, les modes de fonctionnement rigides et les réponses émotionnelles persistantes. Nous avons posé le test de Jevillon et ce test a mis en évidence l'existence de plusieurs schémas, mais j'ai constaté que les schémas méfiance et abus, échec et vulnérabilité s'activent avec une fréquence très élevée dans des situations paralysantes et en présence des déclencheurs. Nous avons posé aussi le test de la peur pour identifier le niveau de la peur initiale. Il a révélé un score élevé, parce que c'est la peur, c'est un axe central de sa problématique. Alors nous avons ensuite posé le test de l'anxiété de Beck. Elle a mis en évidence un score élevé au début. C'était pour nous, servant d'un point de référence et pour faire le suivi du processus de la thérapie. Alors, dans le cadre de la prise en charge, j'ai mis en place différentes approches issues de la thérapie des schémas. La phase de psychoéducation, la cliente a été accompagnée dans l'observation de fonctionnement à travers un journal, fonctionnement automatique,
à travers un journal des pensées et émotions. Après, nous avons travaillé la structuration cognitive, la remise en question des croyances et de croyances alternatives équilibrées. Après, nous avons travaillé une étape à l'acceptation afin de favoriser le terrain pour travailler la correction par l'imagerie mentale. Ensuite, nous avons travaillé l'EMDR. Nous avons ciblé les souvenirs traumatiques par la désensibilisation avec les mouvements oculaires. Afin de consolider les changements émotionnels et cognitifs, nous avons passé à la partie activation comportementale pour consolider les changements et pour permettre à la cliente de passer à confronter les situations paralysantes déclenchantes. Alors dans la partie psychoéducation, j'ai travaillé avec la patiente sur l'explication des schémas. C'est quoi les schémas? J'ai expliqué qu'ils fonctionnent comme des lunettes déformantes à travers laquelle elle perçoit la réalité et il agit d'une manière automatique. Et les schémas précoces, ils sont généralement issus des blessures anciennes liées à des besoins fondamentaux non comblés et l'amenant à réagir d'une façon automatique, souvent inadaptée à la réalité présente. Ce qui l'a amené d'observer ses réactions et voir ce qui se passe avec un petit recul. Alors, dans cette partie, nous avons utilisé un journal des pensées et émotions afin d'aider la cliente à identifier ses pensées automatiques, les schémas activés associés et les émotions avec l'intensité pour chaque émotion, pour des situations. Prenons l'exemple de la situation où il a reçu le rejet des articles. Ça déclenchait la peur et la honte. Alors, la pensée, je ne vais pas finir mon doctorat, je suis incapable. C'est lié au schéma associé, ces schémas d'échec. Prenons l'exemple, par exemple, un appel téléphonique avec son père a déclenché la peur et la culpabilité avec une intensité élevée. Alors la pensée associée, c'était « je fais toujours des mauvais choix ». C'était lié au schéma échec et imperfection et honte. Après, prenons l'exemple, par exemple, schéma vulnérabilité pendant une consultation médicale. Elle avait une peur d'intensité d'après son évaluation 10 sur 10. Je vais recevoir une mauvaise nouvelle. C'est schéma vulnérabilité et pessimisme. Après, nous avons passé à la restructuration cognitive. Nous avons identifié les croyances limitantes. Les croyances limitantes identifiées avec le journal des pensées et émotions. Nous avons identifié pour chaque croyance limitante les distorsions cognitives. Et pour chaque distorsion cognitive, nous avons identifié la stratégie thérapeutique adaptée pour assouplir les croyances limitantes et d'ouvrir une nouvelle perception pour voir la situation d'une autre manière. Prenons l'exemple, par exemple, je dois être soumise pour être protégée. Elle dit la croyance est le consent. Donc, c'était une injonction rigide, généralisation. La question, qu'est-ce que la protection? C'est quoi la protection? Est-ce que c'est une règle universelle? Elle m'a répondu, la protection c'est une sensation de sécurité, c'est une sensation. Est-ce que c'est une règle universelle? Non, ce n'est pas une règle, mais c'est une voie interne. Alors, par exemple, elle m'enlève ma joie, c'était un filtrage négatif, exigence. Question par exemple, est-ce que c'est toujours le cas? Il n'y a-t-il pas des exceptions? Ce n'est pas direct, on passe aussi le bon moment ensemble. Donc, elle a généralisé, mais il y a des moments où il schéma échec, par exemple, c'est les mêmes procédures. Par exemple, je ne dois pas faire l'erreur, c'est une injonction rigide. Les questions qui t'a appris cela, que se passe-t-il si tu ferais une erreur? Alors il m'a répondu, j'ai entendu cela pendant l'enfance, mais si j'ai fait une erreur, peut m'aider à apprendre. Ça lui a aidé d'apaiser avec la croyance limitante. Alors, schéma vulnérabilité, c'est le même processus. Prenons l'exemple, il va mourir après l'opération. La situation était de l'opération de son père. Jette la panique.
elle a paniqué. L'idée il va mourir après l'opération. C'est une pensée catastrophique, une exagération, dramatisation. Alors la question était quel est le pire scénario et comment faire face à cette peur. Et bien sûr, une question sur la probabilité que ce scénario arrive. Elle a pleuré. Je vais l'accepter, je ne peux pas fuir cette réalité. Alors après, nous avons travaillé sur, pour ne pas laisser un vide et en créer une nouvelle perception via le discours, via le processus. Nous avons développé une croyance équilibrée et réaliste. Le travail, j'ai travaillé par une seule question. Je lui ai posé la question. Et si tu te donnes la permission d'explorer et d'adopter une nouvelle croyance bienveillante et réaliste? Pour chaque croyance, elle m'a répondu pour développer la croyance alternative équilibrée. Après, nous avons passé, j'ai passé avec elle de travailler sur les stratégies et les modes d'adaptation. Alors, j'ai pris le temps d'expliquer que ces réactions automatiques ne sont pas des défauts personnels, mais c'est des stratégies d'adaptation développées très tôt pour survivre à des environnements émotionnellement insécurisants. Donc, je lui ai expliqué les modes qui se déclenchent au moment des situations où s'active le schéma, etc. Elle avait de l'évitement qui consiste à fuir les situations où ils se sont en danger, échec ou de maltraitance. Alors, ce mode, il est porté par son enfant vulnérable. Contre-attaque, perfectionnisme rigide, surtout avec son conjoint, tentative de tout anticiper pour éviter l'insécurité, le besoin de performance pour se sentir digne. Après avoir vécu des situations blessantes avec l'entourage d'elle et surtout avec cette tante, elle a considéré que se marier, c'est la voie de libération face à un environnement oppressif. C'est pour ça qu'elle a construit l'attachement avec son mari. Alors, mode d'adaptation, parents exigeants. La capitulation, il se conforme pour éviter les conflits, le rejet, difficulté de dire non, difficulté excessive lorsqu'elle pense décevoir. Mode d'adaptation, enfant vulnérable et parents exigeants. Qu'elle est l'enfant en colère, des situations avec frustration, repli, rumination silencieuse, lorsqu'elle se sent incomprise ou impuissante. Alors, l'objectif thérapeutique n'est pas de supprimer ces modes, mais c'est de les apaiser et de comprendre l'origine et surtout de renforcer la partie la plus équilibrée d'elle-même, c'est l'adulte sain. Celui-ci devient progressivement capable de répondre aux situations présentes avec un peu plus de recul, de sécurité intérieure et avec une souplesse. Nous avons passé à travailler de l'acceptation. L'objectif de ce travail, c'est de reconnaître, accueillir les émotions liées à la souffrance passée. Parce qu'à chaque fois, les séances, que vous dites pourquoi ils sont comme ça, Donc, j'ai passé avec elle d'accepter, ils sont comme ça, on doit l'accepter et on passe. Pour évidemment de favoriser le terrain pour accepter les blessures pour qu'on puisse les corriger. On ne peut pas corriger des événements, des blessures qui ne sont pas acceptées. Donc, reconnaître et accueillir les émotions liées à la souffrance du passé, activer l'adulte sain pour répondre au schéma activé par la réalité. Elle a ressenti après l'acceptation un peu de soulagement et une nouvelle reconnexion avec soi. Nous avons fait un discours simple. Alors, moi, je lui ai posé là, je t'invite à laisser ton enfant vulnérable s'exprimer, accueillir tout ce que tu as vécu, souffrance, injustice, douleur. Puis, active ton adulte sain qui peut observer les schémas et y répondre autrement. Elle m'a répondu avec une voix hésitante au début. Alors, ok, ce que j'ai vécu, c'était injuste, douloureux, et ça a laissé des traces. Mais aujourd'hui, je peux voir les choses et y répondre autrement. Alors, je lui ai posé la question aussi, comment tu te sens? Elle m'a répondu avec un soulagement, et une reconnexion avec soi. Alors, après, nous avons passé à la correction par l'imagerie mentale de certains scénarios liés au schéma méfiance et abus et schéma vulnérabilité. Schéma échec, nous l'avons travaillé avec l'événement traumatique qu'elle a passé pendant l'enfance.
Alors, avant de commencer, j'ai invité la cliente d'entrer dans un état de calme et de relaxation en se connectant à un lieu réel ou imaginaire de sécurité qu'elle avait d'elle-même. Elle a choisi un jardin lumineux, calme, entouré de verdure et bercé par le chant des oiseaux. Alors, ce lieu servait de base de sécurité intérieure. Elle a ressenti dans ce lieu un sentiment de stabilité et de contrôle, ce qui a permis d'amorcer sereinement la scène de correction. Alors après, je lui ai invité de voyager avec le temps vers le souvenir marquant. Alors, le scénario est le suivant. La patiente était en train de préparer son baccalauréat lorsqu'elle a été attaquée verbalement par ses tantes. Celui-ci se moquait d'elle avec agressivité et ils disent « Elle croit qu'elle va réussir son bac et se marier, elle est folle ». Elle a vécu cette scène comme une agression collective sans défense. Son oncle, bien que témoin, n'a rien fait pour intervenir. Elle s'est sentie seule, humiliée, en danger, submergée de désespoir. Elle est montée au balcon dans une tentative de suicide. Sa mère est intervenue brutalement en criant sur elle, ce qui a renforcé la douleur émotionnelle. Alors, en réponse à sa demande, j'ai intégré ma présence dans le scénario de correction en incarnant une figure de soutien, exprimant ses droits et ses besoins auprès de sa mère avec l'approbation et le soutien confirmé de son oncle. Alors la correction est la suivante. Maintenant regarde, j'entre dans la pièce, je me place à côté de toi, je suis là, présente, solide, bienveillante, tu n'es plus seule. Je me retourne vers tes tantes et je leur dis avec fermeté, avec calme, mais calme. Alors ce que vous dites est injustice, c'est inacceptable. Elle a le droit de rêver, d'étudier, de réussir, elle a le droit d'être respectée. Alors puis je me tourne vers ta maman et je lui dis « Votre fille est en souffrance, elle a besoin de vous, pas de vos cris, elle a besoin de votre soutien, de votre protection. » À ce moment-là, ton oncle s'avance, il prend la parole, cette fois avec fermeté et il dit « Elle ne mérite pas ce traitement, je n'aurais pas dû me taire, je suis de son côté. Tu n'es plus seule, il y a des adultes autour de toi qui te protègent. Tu sens que tes droits sont défendus, que ta voix est entendue. Alors regarde-toi à nouveau. Comment tu te sens-tu maintenant dans ton corps, dans ton cœur? Reviens vers le lieu de départ en voyageant avec le temps. Ouvre tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Comment tu ressens? Après avoir ouvert les yeux, elle exprime. Elle m'a dit que je me sens comme si j'étais nouvelle dans ce monde. Alors c'est comme s'il y avait un éclairage autour de moi. Alors, après des séances, nous avons répété l'exercice plusieurs fois et à chaque fois, elle me donne des feedbacks pour les changements qu'elle a ressentis. Elle a ressenti une diminution intense de la charge émotionnelle par rapport au scénario, l'apparition d'un état de clarté mentale et de soulagement profond, avec une transformation du sentiment de trahison, de persécution vers une perception de sécurité relationnelle. Alors le deuxième scénario, nous avons travaillé le deuxième scénario en suivant la même démarche, centrage, voyage avec le temps jusqu'à la fermeture avec le même lieu sûr. Alors le scénario est le suivant. Alors lors d'une crise de colère intense, elle s'était enfermée seule dans une chambre submergée par des émotions incontrôlables. Bien que sa cousine ait voulu la rejoindre pour l'apaiser, sa propre mère l'en a empêchée. Elle a alors resté isolée dans un état de détresse profond, sans personne pour la rassurer ou intervenir. Elle s'est sentie abandonnée, invisible, mais surtout en grand danger intérieur, même si son état émotionnel allait la submerger complètement. Alors à ce moment-là, elle a eu la sensation qu'elle risquait de perdre le contrôle, de tomber gravement malade ou même de ne pas s'en sortir seule. Cette expérience l'a profondément marquée, renforçant une croyance selon laquelle ces émotions peuvent devenir dangereuses pour sa santé mentale et physique. Alors la correction est la suivante. Dans la scène corrigée, l'adulte sain c'est une représentation d'elle-même, plus stable et protectrice et compatissante. Elle entre doucement dans la chambre et s'approche de la version enfant avec calme et douceur. Il s'accroupit à sa hauteur, lui parle avec tendresse. Tu n'es pas seule, tu es en sécurité maintenant, je suis là pour toi. Puis elle tend la main et l'enlace pour l'apaiser. Une figure bienveillante entre également dans la pièce, c'est sa cousine en soutien silencieux. L'adulte sain explique à sa version enfant que ces émotions ne sont pas dangereuses, qu'elles peuvent être contenues, comprises
et qu'il existe toujours une ressource de calme de soutien à l'intérieur d'elle-même, avec un rayon de lumière douce entre alors par la fenêtre inondante de la pièce d'un éclairage rassurant. Ouvre tes yeux et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Elle m'a répondu, je vois encore de l'éclairage et sensation de devenir nouvelle dans ce monde. نفس لي سونساسيون وكتحس دائما فاش كتحل عينيها كتحس بحال انك éclairage قبالتها. Après quelques séances et quelques répétitions, elle a remarqué une diminution significative de l'émotion de panique associée au souvenir, un sentiment renforcé de sécurité intérieure et de capacité à se réguler sans se sentir en danger. Le souvenir initial ayant perdu son intensité émotionnelle, lorsqu'elle repense à l'événement, les éléments de correction ils remontent l'imagination d'hier. Alors après nous avons traité quelques souvenirs traumatiques par la thérapie de désensibilisation par les mouvements oculaires. Nous avons ciblé trois souvenirs, trois événements essentiels qui sont liés à ce qu'il vient de raconter pendant les séances et sa situation de douleur. Une agression dans la rue par un homme en crise psychotique apparente, parce qu'à chaque fois tu as un homme en crise psychotique, c'est paniqué, c'est les maux de tête, mais ça ne peut pas donc ça évite de transporter avec une agression par un voleur, après une punition agressive par un professeur pour une erreur mineure. Alors, pour le premier traitement MDR, nous avons ciblé un événement traumatique de l'enfance. C'était une agression dans la rue par un homme en crise psychotique apparente. Le souvenir central retenu, le souvenir qu'on a traité, c'est l'homme vient vers moi avec des mots agressifs. Alors la croyance négative associée était « je suis incapable de faire face, je suis en insécurité et seul en danger ». Elle a évalué cette croyance de 9 à 10. Et cette croyance était accompagnée de tensions physiques marquées, notamment au niveau du cou et de la poitrine. Alors à partir de la question exploratoire, si vous étiez en sécurité et confiante dans cette scène, que penseriez-vous de vous? Une croyance positive est émergée. Alors cela peut arriver à n'importe qui, la protection de Dieu était avec moi, mais sa validation initiale était faible. Elle a évalué la nouvelle croyance de 2 sur 7. Alors le travail de désensibilisation a été mené avec la cohérence cardiaque, en préparation et des mouvements oculaires comme procédure. Progressivement, nous avons observé une respiration plus profonde, une détente corporelle et l'image du souvenir est devenue floue. Alors la croyance négative est descendue nous avons réévalué la croyance négative avec la croyance positive. Elle est descendue de 9 à 4, tandis que la croyance positive est montée de 2 à 5. Alors, le scan corporel final, elle a ressenti une détente marquée au niveau de la poitrine, un soulagement et surtout un sentiment de détachement par rapport à l'événement. Après plusieurs séances, le changement a pu s'ancrer. Elle a exprimé « je me sens différente », comme libérée de l'événement. Un détachement par rapport à l'événement. Elle a même eu des difficultés de se remémorer la scène. Alors, le deuxième événement traité par le MDR, c'est concerné une agression dans la rue par un voleur. Le souvenir cible était « le voleur m'a choqué en prenant mon sac avec force et agressivité ». La croyance négative associée était « je suis incapable de me protéger, je suis en danger tout de suite, toute seule ». Alors cette croyance a été évaluée de 10 à 10 sur 10. Elle s'accompagnait de tensions corporelles intenses localisées au niveau de la tête et le ventre. À travers la question exploratoire, si je vous invite à voir le bon côté de l'événement en le considérant comme une leçon. Alors la croyance positive qui a été émergée, c'était cet événement ne me définit pas, je peux être prudente tant que je peux. Alors sa validité initiale était très faible, de 1 sur 7. Après, nous avons passé à la désensibilisation qui a été conduite avec des exercices de cohérence cardiaque, suivis par les mouvements oculaires. Progressivement, la patiente a rapporté un soulagement notable avec la disparition de l'image intrusive. Sa croyance négative est descendue du 10 à 2 et la croyance positive a monté de 1 à 6.
Alors, au scan corporel final, elle a ressenti un soulagement profond au niveau de la poitrine, un sentiment clair de détachement vis-à-vis de l'événement. Elle a exprimé une forte satisfaction après la séance. Après 5 séances, l'ancrage du changement a été manifeste. Elle a constaté la disparition de ses maux de tête lorsqu'elle se retrouvait seule dans la rue. Et surtout, elle a pu recommencer à sortir seule sans éprouver de crainte. Alors, le troisième événement, c'est par rapport à la punition physique vécue à l'âge de 7 ans à l'école. Le souvenir cible était le suivant. Alors, j'étais en train de faire un coloriage. Le professeur a remarqué une petite erreur car je suis sortie du cadre et a alors frappé ma tête contre la table. Et j'ai vu du sang sur mon cahier et sur la table. Alors, la croyance négative associée était « je ne suis pas capable, je n'ai aucun droit à l'erreur ». Évaluée de 8 à 10. Il s'accompagnait de tensions corporelles importantes au niveau du cou et de la tête. Lors de l'exploration guidée, alors j'ai invité la cliente à regarder l'événement avec sa partie bienveillante. La croyance positive visait à émerger de c'était ce que j'ai vécu n'était pas juste. L'erreur fait partie du chemin vers l'apprentissage, avec une validité initiale de 2 sur 7. Alors, la phase de désensibilisation a été conduite avec un exercice de cohérence cardiaque et des mouvements oculaires progressivement. Elle a ressenti un détachement par rapport à l'événement, par rapport au souvenir. La croyance négative est descendue de 8 à 2, tandis que la croyance positive est montée de 2 à 6 sur 7. Le scan corporel final, une diminution marquée des tensions au niveau du cou et un soulagement dans la poitrine ont été observés. L'ancrage du changement a été visible par la disparition des images mentales associées à l'événement et l'effacement des flashbacks, traduisant une intégration émotionnelle et cognitive positive au souvenir. Alors, nous avons passé à l'activation comportementale afin de consolider les changements cognitifs et émotionnels travaillés en thérapie et pour permettre à la patiente de faire face et de confronter les situations présentant un blocage. Nous avons identifié les comportements à activer selon 3 axes. Comportement de réussite progressif, les tâches à réaliser seules en acceptant les erreurs, prise de décision indépendante. Alors, l'évolution marquée après avoir passé à l'activation comportementale par rapport à l'affirmation et l'autonomie dans son travail de recherche. Elle a osé opérer des changements dans l'organisation et le contenu de sa recherche doctorale. Les conséquences positives, c'était la validation de 2 articles scientifiques, finalisation du rapport de thèse, avec une approbation valorisante de ses professeurs. Après c'est par rapport aux sorties autonomes sans accompagnement, la patiente a progressivement réussi de sortir seule sans se faire accompagner, en particulier sans la présence rassurante de son mari. Cela traduit une amélioration notable de son autonomie, une meilleure capacité à affronter le monde extérieur en confiance malgré l'anxiété initiale. Alors, des évolutions par rapport aux réductions de l'évitement familial. Elle a diminué ses comportements d'évitement vis-à-vis de sa famille, ce qui a renforcé chez elle une sensation de sécurité et un sentiment de satisfaction. Cette évolution reflète une meilleure tolérance relationnelle et un regain de confiance dans les liens familiaux. Alors, au niveau de la gestion autonome de la santé, elle a consulté un médecin, a effectué un bilan de santé seule, sans ressentir le besoin d'être accompagnée. Ce changement illustre une autonomie renforcée, une diminution de la dépendance affective. Réduction des conflits conjugaux liés au perfectionnisme. Pendant le processus de la thérapie, elle a remarqué que le perfectionnisme, la patiente a pris conscience de son perfectionnisme rigide et de son impact sur la relation de couple. Elle a su assouplir ses exigences, ce qui a permis de réduire les tensions et les conflits avec son mari. Cette évolution témoigne d'une meilleure flexibilité cognitive et relationnelle. Nous avons refait le test de l'anxiété, ce qui a révélé un passage du même test d'anxiété qu'au début, ce qui a mis en évidence une baisse significative du score, qui nous a donné une indication de progression psychique et émotionnelle, amélioration globale du bien-être subjectif. La prochaine étape à consolider, à travailler avec elle, c'est la consolidation des acquis et le traitement du reste anxieux par la TCC.
Au départ, elle avait décrit qu'elle a une phobie de chat, mais elle a refusé de travailler sur ces taxes, donc c'est pour ça que elle a préféré de travailler sur l'anxiété. Elle n'a même pas accepté de parler de chat. Donc j'ai accepté. Alors le deuxième cas, par rapport, c'est un cas de coaching. C'est un cas du coaching d'une jeune fille confrontée à des difficultés de prise de parole, de gestion de stress et de confiance en soi dans un contexte académique. Pendant les premières séances, nous se sommes rencontrés dans le cadre d'une formation professionnelle des ingénieurs. La prise de contact avec le coach s'est effectuée dans le cadre d'une formation professionnelle destinée aux ingénieurs d'État. Lors de ce premier échange, j'ai clarifié le cadre du coaching, son objectif, les attentes possibles, le rôle du coach et le coaché, ainsi que les règles de fonctionnement concernant la confidentialité, l'engagement, la fréquence des séances et la posture professionnelle attendue. Alors, pour le profil du coaché, elle est une jeune fille de 21 ans, étudiante en première année cycle ingénieur, célibataire, elle vit en colocation. Elle est étudiante à temps plein, activité physique, marche occasionnelle, souhait de reprendre le sport régulier. Sa santé morale est en bon état général, pas de soucis de santé déclarés, mais elle est peu sensible, elle est sensible au stress, avec une tendance d'anxiété avant la présentation orale. Alors son état problème, c'était les doutes sur ses compétences, un manque de confiance, stress intense et perte de contrôle, avec une sensation de culpabilité après chaque erreur, impact négatif sur le domaine professionnel et social. Le problème, il impacte un impact négatif sur le domaine social et professionnel. Alors l'état désiré, il voulait travailler sur la confiance en ses capacités, la gestion de stress. Elle voulait devenir plus avec une aisance et sérénité lors des conférences et des prises de parole. Nous avons travaillé sur l'objectif. Alors, résultat souhaité, c'était être plus confiante en mes capacités, indépendante, en sécurité, satisfaite. Les avantages, c'est de développer ma carrière avec efficacité, atteindre équilibre et bien-être. Les bénéfices, c'est de réussir mes études, s'ouvrir un monde professionnel, satisfaire mes besoins de sécurité et d'accomplissement. Alors, par rapport aux obstacles identifiés, c'est de retour dans la zone de confort, l'hésitation face aux opportunités, une partie de soi et les perfectionnistes qui refusent le changement. Alors, ce que je vais perdre, c'est à travers la réalisation de l'objectif, mon confort et ma zone de sécurité et l'habitude de rester en retrait. Alors, ce que je vais gagner, l'affirmation, confiance et autonomie, expérience nouvelle et enrichissante. Alors, elle m'a défini c'est quoi la confiance pour vous. La confiance, c'est d'être capable de nous voir capable de surmonter les défis. Alors, au niveau de motivation et engagement, était évalué de 8 sur 10. Alors, les éléments à travailler pour arriver à un niveau maximal, c'est de travailler sur les blocages inconscients, sentiment de légitimité et clarté dans la prise de parole. Alors, nous avons fait sortir une décision, après avoir travaillé l'objectif, c'est de ne plus se cacher derrière la peur, oser saisir les occasions de parler, même si ce n'est pas parfait. Alors l'objectif SMART, c'était dans un délai de 3 semaines, présenter mon mini-projet devant ma classe pendant 20 minutes, de façon claire, structurée et rassurée, en utilisant les techniques de gestion de stress, après au moins 3 répétitions d'entraînement. Nous avons par la suite exploré les niveaux logiques de pyramide de Dilt. Alors, son blocage principal se situe au niveau de croyances limitantes. Sa difficulté à prendre la parole en public est avant tout liée à la perception négative d'elle-même, manque de légitimité, peur de jugement, anticipation de l'échec. Alors, ces croyances alimentent en elle des comportements d'évitement et une préparation anxieuse.
Alors, nous avons passé à l'anamnèse. Dans la partie anamnèse, nous avons exploré l'historique, les tentatives. Alors, le problème, il était depuis le lycée. Pendant une première présentation orale stressante, elle a vécu une mauvaise expérience du bac avec un trou de mémoire qu'elle a senti à un moment de blanc devant la classe. N'a pas réussi à bien présenter sa présentation. Tentative de résolution de problème, elle résout le problème par une préparation et auto-entraînement, mais l'efficacité est limitée face à un public. Donc, il voulait travailler à développer des compétences, gérer le stress, la confiance en elle et voilà. Le contexte personnel, au niveau de la famille, elle est soutenante, mais il présente une exigence. Toujours, il faut être la meilleure. Donc, ce qu'il a développé chez elle, une peur de l'échec. Alors, sa vie actuelle, elle est célibataire, vit en colocation. Son épanouissement, il est moyen. Elle aime écrire et résoudre les problèmes techniques. Le sport, il est occasionnel. Alors, situation académique, professionnelle et étudiante en première année cycle ingénieur. Ses aspirations, c'est devenir ingénieur en gestion de projet, diriger une équipe. Son niveau de confiance était évalué de 5 sur 10. Elle avait la confiance quand il y a des petits comités et avec un sujet bien maîtrisé. Sa fragilité face aux critiques, réagit mal au début mais apprend avec un petit peu de recul. Ses forces, c'est la persévérance, rigueur et l'écoute. Alors, sa croyance limitante initiale, c'est je ne suis pas légitime, je vais échouer. Nous avons travaillé à la croyance avec un recadrage cognitif. Alors, j'ai posé la question suivante, c'est quoi être légitime pour vous? Elle m'a répondu, c'est d'être à la hauteur, à la même qualité que les autres. Alors, je lui ai posé la question, vous pensez ne pas être au niveau de la classe? Elle m'a dit oui. Et selon vous, c'est quoi le niveau de la classe? Elle m'a répondu, c'est être parfait, parler sans faute, avoir confiance. Je lui ai posé la question, est-ce que le niveau de la classe est vraiment parfait? Elle m'a répondu, non, pas vraiment. Chacun a ses failles. Alors, je lui ai posé la question, alors, connaissez-vous une personne dans la classe qui n'a jamais fait d'erreur? Alors, il m'a répondu, non, tout le monde peut se tromper. Alors, je lui ai posé la question, est-ce qu'une personne peut avoir confiance en soi, même s'il fait des erreurs? Elle m'a répondu, oui, c'est vrai. Alors, je lui ai posé encore la question, donc, est-ce qu'on peut être légitime sans être parfait? Elle m'a dit, oui, je pense. Donc, je lui ai répondu, très bien. Et quelle croyance plus juste et bienveillante pouvez-vous adopter? Elle a proposé la croyance suivante. Alors, je suis légitime d'apprendre et de progresser comme tout le monde. Chaque prise de parole est une opportunité de m'améliorer. Nous avons travaillé la confiance en soi avec un exercice de gratitude. L'exercice, c'est un exercice pratique, c'est tenir un journal quotidien, noter 3 réussites ou actions positives, mais modestes, réalisées dans la journée. Alors, après avoir pratiqué l'exercice plusieurs fois, elle a observé une réorientation de l'attention vers ses propres ressources, plus d'indulgence envers soi et réduction de l'autocritique, une meilleure stabilité émotionnelle et un état d'esprit plus positif consolidant la confiance en soi. Nous avons passé à l'autocompensation. Nous avons travaillé l'exercice pratique, c'était identifier une réussite, même petite, et choisir une récompense sous forme d'action ou de plaisir. Se dire mentalement, je me félicite, j'ai agi et j'ai progressé. Alors, résultat observé après avoir fait l'exercice plusieurs fois, c'était une motivation, il a senti une motivation, une confiance accrue, reconstruction progressive d'un discours intérieur positif, l'action de s'encourager devient de plus en plus automatique. Alors, nous avons travaillé l'exercice de visualisation pour ancrer la nouvelle croyance et se préparer pour un état de confiance pendant les présentations. L'exercice était, nous avons commencé par une étape de centrage respiratoire courte pour favoriser l'état de calme et de préparation mentale, la projection sur un écran mental et visualiser la version de soi en état désiré. Elle m'a décrit la version désirée avec les 5 sens, avec les couleurs, ce qu'elle voit et tout. Alors, nous avons passé la 3e étape, c'est la fusion avec l'état désiré. Entrer mentalement dans l'écran,
observer sa posture, son énergie, ses émotions, ressentir la lumière blanche symbolisant la fusion. Répéter mentalement la nouvelle croyance. Ça lui a aidé beaucoup à diminuer le stress pendant les présentations. Après, la fréquence recommandée, c'était 2 à 3 fois par semaine avant de chaque prise de parole. Les résultats observés avant l'exercice, c'était un stress important lié à la prise de parole. Après l'exercice, confiance et maîtrise accrue, diminution notable de stress anticipatoire, activation émotionnelle renforcée de la nouvelle croyance. Il m'a dit que puisque la perception des limites avec l'exercice. Alors, nous avons posé un diagnostic sur l'hygiène de vie. Elle a du mal à gérer son hygiène de vie. C'est pour ça que nous avons ciblé le travail sur le stress avec une gestion d'hygiène de vie, avec les actions suivantes. Nous avons travaillé sur le plan numérique, sur le plan alimentaire, sommeil, activité physique. Avec les actions, c'était arrêt des réseaux sociaux dès 21h. Substitution, c'est faire une lecture d'un livre à la place. C'est elle qui a proposé la lecture. En ce qui concerne l'alimentation, c'est d'arrêter de consommer le café. Le sommeil, bien une diminution de consommation. Le sommeil, action, c'est de coucher à heure fixe, 3h à 7h. Activité physique, c'est de faire une marche de 45 minutes 2 fois par semaine à 17h. Après avoir fait les actions, après, je pense, une semaine, 2 semaines, elle a senti l'énergie, moins de fatigue, une meilleure concentration. Elle a senti une réduction significative au niveau du stress global avec une stabilisation émotionnelle. Donc voilà. Donc le travail restant dans ce processus de coaching, c'est l'entraînement progressif et régulier à la prise de parole afin de consolider la confiance acquise et de développer l'aisance à s'exprimer devant le public. Et bien sûr de prévenir le jeu.